Bonjour à tous. Bonjour Nathan. Je suis content qu'on enregistre ensemble aujourd'hui. Bonjour Damien, ça me fait plaisir aussi. Donc cette année, on est en 2021 et on veut savoir ce qui rend les développeurs heureux. Et on a donc d'un côté l'enquête où tout le monde peut participer de manière anonyme et vraiment raconter tout ce qu'il veut dedans. Et il y a déjà bientôt 500 répondants et je suis vraiment très content. Je lis tous les témoignages et ça m'aide à réfléchir aux questions que je veux poser. Et je vais poser ces questions dans les podcasts avec des invités qui vont nous permettre en même temps de construire des parcours de carrière inspirants pour les gens qui nous lisent, pour les gens qui réfléchissent à ce qu'ils veulent faire plus tard. Et c'est pour ça que j'échange aujourd'hui avec Nathan. En plus, Nathan, toi, t'es plutôt fraîchement arrivé sur le marché. T'es rentré sur le marché de l'emploi quand ? C'est compliqué. Il y a un oui et un non. C'est une réponse de Normand. Je suis Normand. Non, mais on peut dire t'es fraîchement arrivé. Oui, je suis fraîchement arrivé. J'ai 24 ans et voilà, j'ai commencé à faire du free à la fac et ça doit faire 4 ans que je suis en plein temps dedans, quoi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement ça, le fait que tu n'aies pas fait le parcours classique d'aller dans une grosse ESN pour avoir fait tes 2 premières années. Et donc, tu as un point de vue original sur le marché. On s'est vu sur l'antenne libre et je pense que la portion d'antenne libre qu'on a enregistrée, elle va être mise sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir ces podcasts et aussi les rediffusions de l'antenne libre. Nathan, c'est quoi un développeur en 2021 ? C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de télétravail en 2020, déjà, pour être très pragmatique. Ouais. Non, plus sérieusement, moi, ce qui m'a toujours séduit dans l'idée de développeur, c'est le côté de l'artisan at scale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un côté, je suis artisan de mon côté ou en équipe, mais par contre, mon impact est énorme. C'est ce qui m'a séduit tout de suite dans ce métier. Et je l'ai senti, ça, quand je commençais à me passionner pour l'informatique quand j'étais ado. En fait, on a un peu le développeur aujourd'hui, et depuis un petit moment, il a la panoplie pour changer le monde. J'ai vraiment cette profonde impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développeur, il a accès à tellement de technologies qui lui rajoute tellement de bras qu'en fait, de ton bureau, tu peux vraiment changer le monde, je pense. La démonstration, c'est toutes les technologies blockchain, ouais. Par exemple. C'est quoi la blockchain en vrai ? On en a parlé récemment sur Twitter et je ne sais plus quelle personne. Comment on explique la blockchain simplement, tu vois, sans aller dans la technique ? Ça, je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est une techno, enfin, c'est un peu... Ça rend un service qui fait rêver les gens de la tech parce que de par son fonctionnement, c'est unique. Mais les applications dans le monde réel, elles sont en train de se créer et ça, je pense que ça va se décanter. On va le voir dans les années à venir, quoi. Mais bon, je suis pas un expert blockchain, hein, donc moi j'ai fait un peu de Solidity en 2017 parce que je me suis marré. J'avais recodé le $1 million page, c'est à l'époque qui a été créé en 2000 par un gars pour payer ses études. Il vendait un pixel, $1. Et je l'avais recodé sur la blockchain. Bon, par contre, personne n'avait rien acheté. C'était juste pour le délire de dev, donc j'avais pas de back-end. Ça tournait dans... Enfin, tout était stocké sur la blockchain Ethereum, quoi. C'était marrant. Une application que j'ai entendue à la radio récemment, c'est une entreprise qui veut tracer le textile complètement, de la production du coton jusqu'à ce que ce soit mis en rayon sur une blockchain. Ce serait fascinant demain t'achètes un vêtement, tu peux scanner le QR code et t'as toute la traçabilité, tu vois. Ouais, c'est vrai que ces idées-là étaient déjà mises en place en 2017 pendant le premier boom sur tous les produits alimentaires. Alors après, voilà, faut voir ce que ça donne en termes de conso énergétique, etc. Parce que je pense que l'écologie, c'est un gros sujet aujourd'hui. La blockchain a un vrai rôle à jouer. Mais je pense que du point de vue technologique, on est loin d'être mature. Mais il y a des super beaux projets qui sont en train de naître. Et il va falloir surveiller de près. Mais tout est en train de se créer et je pense que bien malin est la personne qui saura à quoi ça va ressembler dans 5-10 ans. Ouais, c'est le sujet. C'est quoi ton parcours ? Du coup, on en a déjà beaucoup parlé sur l'antenne libre, mais du coup, pour faire simple, t'as fait une formation initiale quand même. Ouais, donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, donc voilà, comme plein d'ados, j'ai codé à côté... avec les cours Open Classroom et tout, enfin site du zéro, pardon, parce que je suis un vieux. Non, je suis officiellement vieux parce que j'ai appris sur le site du zéro.
Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, du coup, naturellement, je me suis dirigé vers une formation IT. Donc, j'ai choisi la fac parce que je savais que j'allais avoir un peu de temps à côté pour commencer à faire du freelance. Donc, j'ai commencé à faire du freelance en parallèle de la fac. Si tu veux, je pourrais te parler des missions que j'ai faites. Et en fait, ma dernière mission en fin de licence 3 s'est super bien passée. Donc, c'est la boîte dans laquelle je suis encore, Synapscore, et elles m'ont proposé de rentrer full-time chez eux avec une super offre et des BSPCE. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, fallait tenter le coup, quoi. Et donc, je me suis lancé après avoir eu ma licence d'info, juste avant le génie logiciel que j'aurais entamé. Donc, j'avais déjà écrit la lettre de motivation pour être admis et tout, mais au final, ils ont juste reçu la lettre, pas la personne. Et voilà, donc j'en suis là aujourd'hui, ça fait 4 ans, quoi. Les BSPCE, ça a fait une différence pour toi dans le choix? Carrément. En fait, j'ai toujours un petit peu baigné, j'ai toujours admiré cet esprit entrepreneurial, mais je voulais de toute façon me faire une expérience et vivre cette aventure avec des gens. Et en fait, ils m'ont permis de le vivre, on va dire un peu sous cloche, parce que quand t'es salarié, on va dire, t'es sous cloche, hein, très honnêtement, t'es pas skin in the game. Mais en fait, le fait d'avoir des BSPCE, ça te permet de corréler tes efforts, parce que ça te permet de corréler tes efforts à tes résultats, en fait. On est les devs et les métiers qui ne sont pas commerciaux en général. Il y a une corrélation qui est difficile à faire entre, on va dire, ta performance en termes de cash, de salaire, et ce que tu vas donner au quotidien. Je pense que c'est une incentive qui est assez importante pour motiver, parce qu'au final, ça veut juste dire qu'on t'implique dans ton résultat. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, et c'était même primordial pour moi. Sinon, j'aurais pas accepté, en fait. Donc oui, je pense que c'est important, et je pense que beaucoup plus de boîtes devraient le faire, parce que ça coûte pas grand-chose au final. Est-ce que les BSPCE, pour toi, ça veut dire que tu auras un rôle dans la gouvernance de la société ou tu seras impliqué différemment dans la société? Déjà, d'un point de vue personnel, un BSPCE, ça te donne pas d'action en particulier, mais ça te donne le droit d'en souscrire à un prix déterminé pendant une échéance, à une échéance donnée maximale. Donc en fait, ça te force à donner le meilleur de toi pour la boîte, pour que sa valorisation aille bien entendu au-dessus de la valeur d'exercice du BSPCE. Mmh. Et donc, dans ce sens-là, en fait, t'es pas actionnaire, donc t'as pas de pouvoir décisionnel, mais en fait, tu te sens motivé, quoi. Bah après, tu peux les exercer en cours de route, hein. Et donc, du coup, forcément, de cette façon-là, en fonction du type d'action, t'auras un impact, quoi. Ok. Et du coup, ne pas faire de master aujourd'hui, c'est pas un... Enfin, du coup, t'as pas fait de master, et ne pas avoir fait de master, c'est pas quelque chose qui t'a angoissé. Est-ce que parce que t'avais l'intention d'en faire un, ça t'a pas eu l'impression de prendre un risque en ne le faisant pas? Ah si, j'ai pris un risque. Bien sûr, j'ai pris un risque, c'est sûr. En fait, le truc, c'est que j'avais envie de travailler, j'avais envie de m'investir à 200%, faire des journées de 13-14 heures à bosser comme un dingue sur des projets. J'avais cette énergie et j'arrivais pas, je me sentais pas vraiment moi en suivant encore ce cursus à la fac. Cursus qui est, je crache pas dessus en fait, hein, c'est pas un combat pour ou contre de toute façon. Et donc en fait, d'un point de vue personnel, j'avais pas le choix si je voulais être heureux en fait. Donc j'ai choisi ce chemin-là. J'ai pris un risque. De toute façon, c'est la vie, hein. Faut prendre des risques si on veut avoir des résultats derrière. Et puis je suis content de l'avoir fait. Effectivement, je me rappelle sur le coup, j'étais encore jeune, donc j'en avais parlé avec ma famille, etc. Forcément, mes parents qui m'y suivaient quand j'étais encore en études. Et ce qui est marrant, c'est que de façon assez unanime, comme forcément mes proches me connaissent, tout le monde m'a dit fonce quoi. On mesure le risque, mais fonce, ça te ressemble. Et donc on apprend quoi à la fac en info? Je m'en rends pas compte en fait. En fait, c'est particulier, c'est-à-dire que je vais pas faire de généralité, mais en fait, j'avais l'impression d'avoir un enseignement un petit peu en retard sur la réalité. Et je pense que c'est moins le cas dans les écoles, très franchement, parce que beaucoup plus de professionnels, je pense, interviennent. À la fac, on a des gens très intéressants au demeurant, je remets pas leur qualité, on va dire, pédagogique et humaine en cause, mais en fait, pas mal d'enseignants, en tout cas dans ma fac, étaient chercheurs à côté. C'est-à-dire que tu as une perception... En fait, c'était des chercheurs qui formaient des gens pour le marché de l'emploi,
des gens très intéressants, on avait des super conversations. J'avais un prof qui avait pitché devant Carnegie à l'époque, donc j'ai des conversations super intéressantes avec lui. Mais en fait, étant donné que moi je travaillais déjà un peu à côté en freelance, je me rendais compte du gap. Et je savais que... j'avais le feeling de pas utiliser au mieux mon temps, en fait, en étant à la fac. Et donc en fait, ce qu'on apprend, c'est de la technologie, pas forcément à jour par rapport au milieu au monde du travail. C'est-à-dire que les technologies web, on nous apprenait pas de framework particulier ou ce genre de choses qui sont impératifs pour le marché du travail aujourd'hui. Donc il y avait cet apprentissage sur certains langages, en fait, sans aucun framework, quoi que ce soit, qui est important pour commencer, mais bon, au moment, faut passer à la vitesse supérieure. Mais par contre, il y avait un apprentissage qui était juste, on va dire, fun, mais pas utile. Enfin, pardon, je parle peut-être un peu vite, mais il y avait tout ce qui était enseignement de compilation, etc. C'était super intéressant. Mais en fait, de là à l'utiliser au quotidien, alors tu liras un bouquin et tu te formeras avant d'en avoir besoin. Je suis un peu comme ça dans ma philosophie. Mais par contre, j'adorais assister à ces cours. Donc il y avait une sorte de déphasage entre le milieu pro qui attendait les gens qui étaient à la fac et l'enseignement, en fait. Je rencontre régulièrement des recruteurs qui se disent étonnés. Je comprends pas. Je rencontre des gens qui ont fait 3 ans d'études à la fac et puis tu leur demandes s'ils préfèrent Angular, Vue ou React et ils n'ont pas d'opinion. Ah non. C'est catastrophique. C'est-à-dire que c'est important. Par contre, on s'est fait matraquer avec du C, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, justement, devant le prof qui avait présenté devant Carnegie, il y avait des... Par contre, on s'attardait beaucoup... En fait, maintenant que j'ai réfléchi, c'est vrai que on était axé uniquement sur les fondamentaux. C'est peut-être le côté chercheur qui fait ça. C'est-à-dire que ça te donne des armes, mais au final, quand tu débarques sur le milieu de l'emploi, c'est vachement compliqué. Et tu le confirmes en le disant. Toi, qu'en plus, elle écoute sur ce marché. En vrai, si à l'école, on m'avait appris des choses utiles, immédiatement quand j'arriverai sur le marché de l'emploi, on m'aurait appris sûrement PHP 5 ou Rails 2 et jQuery. Ça sert plus à rien 3 ans après. C'est clair. Ouais, je suis d'accord. Il y a un juste milieu. Voilà, c'est une question de nuance entre la théorie et les fondamentaux et le marché actuel. Le problème, c'est que le marché actuel n'était pas du tout présent, quoi. Mais je pense que, même dans les formations d'ingénieurs non spécialisés en informatique, les gens apprennent l'info à côté. C'est-à-dire que même si on a un diplôme d'ingénieur, même si on a un master, en vrai, on apprend en autodidacte parce que c'est un métier artisan. Et l'artisanat, ça s'apprend en faisant. Puis ça évolue. C'est-à-dire que l'artisan, il y a toujours des nouveaux matériaux. Voilà, quelqu'un qui bosse de façon manuelle, il y a des nouveaux matériaux en permanence. Et nous, c'est pareil. Les matériaux changent. Donc, la fibre autodidacte est primordiale. Et donc, c'est pour ça que moi, au final, je me sens super heureux dans mon taf parce que c'est central. Et en fait, c'est comme ça que j'ai accédé à mon métier. Et pas grâce à l'école, en fait. Bien que je renie pas le fait de se former, c'est hyper important. Par un cursus conventionnel aussi. Et aujourd'hui, tu es chez Synapscore depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps ? Ça fait 4 ans, là. Ça va faire 4 ans. 4 ans. Il faut que je ramène un gâteau le mois prochain, je crois. Ouais, en fait, je suis rentré en tant que dev, simple. Donc, en freelance. Donc, ensuite, je suis rentré en CDI en dev. J'ai maintenu mon poste. Et du coup, j'avais des BSPCE, donc plus de motivation à relever la boîte. Enfin, lever la boîte plus qu'elle ne l'était déjà. Et donc, il y a 2 ans, on m'a promu lead dev dans la boîte. Parce que ça commençait à beaucoup bouger. On avait une équipe technique qui s'agrandissait. Et on n'avait pas, on va dire que on n'avait pas de centralisation pour le code qui était produit. C'est-à-dire qu'en fait, c'était vraiment de la production un petit peu chacun de son côté, avec je lève la main, je vais te demander comment ça se passe, etc. Si j'ai des questions, si le code est bon. Il n'y avait pas de vrai process de code review, qui était catastrophique en fait. Et donc du coup j'ai proposé à tout le monde un plan d'attaque, quoi. Et du coup là-dessus on m'a proposé de passer lead dev pour centraliser tout ce qui était code review et veiller à l'homogénéité du code, parce que si j'étais le plus vieux, j'étais un des plus vieux,
Et ça s'est super bien passé. Et avec l'aide de chacun, tout s'est fluidifié en fait. On a pu scaler l'équipe de dev, quoi. Donc, donc voilà le parcours en interne. Et donc là, aujourd'hui, on en est toujours là et on charbonne, quoi. Si tu dois mettre ton entreprise dans une étiquette, c'est quoi? Est-ce que c'est plus une start-up, un éditeur de logiciels ouais, on est encore une start-up. On est encore une start-up. Ouais. C'est-à-dire que ouais, on est une start-up, on est un petit peu on essaie de moderniser le monde du conseil. Moi, je suis vraiment centré sur la partie tech, donc pour le pitch opérationnel, je vais rester prudent, quoi. Mais en gros, notre but, c'est de mener des projets de transformation et de convier tout le monde sur une plateforme, interroger les gens et puis suivre les progressions de leurs objectifs, quoi. Donc, on est une start-up encore aujourd'hui. À quoi ça ressemble? Enfin, qu'est-ce qui caractérise une startup? Le fait que les priorités elles changent régulièrement, que les objectifs soient pas toujours clairement définis, le fait qu'on soit une petite équipe pour attaquer un gros objectif. Ça, c'est des choses qui te parlent ou est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je dirais qu'une startup se caractérise par le côté un petit peu variable du modèle économique. C'est-à-dire quand tu cherches aussi encore ta cible, tu sens que c'est pas parfait, tu sens que tu peux faire mieux et bah, tu sens qu'il y a quelque chose à faire. Je pense que tu es encore une startup, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est le côté variable du business model. Dans la vie des développeurs, ça change quoi? Alors, si tu es développeur et que tu vas en startup, à quoi tu dois t'attendre? La roadmap, on va dire, à long terme, on l'a, mais la roadmap à moyen terme, on va dire qu'elle subit des secousses, forcément, en fonction des gros clients qui y a en face, qui sont très importants pour nous, et des demandes court terme, des gens qui sont déjà là sur la plateforme, qu'on veut loquer, quoi. Donc, ça traduit on va dire qu'il y a plus de mouvance, quoi, dans les priorités. Donc il faut le savoir dès le début. C'est une sorte de contrat social, tu vois. Donc c'est de savoir que ça va bouger plus que peut-être dans une grande boîte, quoi. Mais ça, moi ça me va. Je trouve ça stimulant. Si c'est organisé. Tu considéreras que la boîte est plus une start-up le jour où vous aurez une roadmap figée dans le marbre, claire et où il n'y a aucun changement de dernière minute, quoi. Quand le business, on va dire quand le côté business sera figé, quoi. Quand on aura compris qu'il y a quelque chose sur lequel on peut vraiment farmer à l'infini, d'un point de vue vente, quoi. Mm-hmm. Est-ce que tu aimerais bosser dans un autre type d'entreprise plus tard, tu vois, genre après tes 30 ans, tu changes de vie, Synapscore c'est déjà complet, tu n'as plus l'impression t'as l'impression que ton job est fini et t'as envie de faire autre chose? Alors mon job, il sera fini si la boîte connaît une croissance sans fin, hein, évidemment. Et du coup, voilà, imaginons que cette boîte soit au zénith. On y travaille tous pour. Les gens nous font confiance, donc ça c'est bien. Je pense que la boîte dans laquelle j'aimerais bosser, c'est une très bonne question parce que en plus tu as dit quand tu auras 30, 35 ans, mais en fait tes envies changent avec le temps. Mais là j'aurais tendance à dire de toute façon pas une grande boîte, ça c'est sûr. J'aime bien le côté familial des petites boîtes, Team Spirit. J'ai envie de dire soit une boîte de la même trempe, donc avec beaucoup d'énergie, qui sait inclure tout le monde, intéressé aux bénéfices, donc avec un super projet technologique, ou soit la mienne, voilà, tout simplement. Mais entreprendre, encore là, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, je pense que c'est un petit peu le rêve secret de tous les salariés en start-up. Est-ce que tu as vu le podcast qui est à l'affiche cette semaine, l'invité de la semaine? Alors, j'ai écouté celui de la semaine précédente, mais cette semaine, non. C'est François-Guillaume Ribreau. Et lui, il a créé plusieurs SaaS, il en a revendu, il a toujours eu des boîtes en parallèle de sa boîte et des jobs dans des grands comptes et en même temps des flux de revenus passifs et des SaaS à côté. Et ouais, il voulait être millionnaire avant 30 ans. Et, il a plus de 30 ans. Il a réussi avant 30 ans ou après?
je sais. De mémoire, dans le podcast, il dit que ça se passe un petit peu après quand même. D'accord. Mais la sécurité financière, aujourd'hui, il l'a atteint et c'est un vrai sujet pour lui et il a entrepris pour l'avoir. Du coup, les gens qui écoutent les podcasts, ils verront le décalage entre l'enregistrement et la publication. Parce que je fais du stock en ce moment, parce que je vais être papa bientôt et je veux qu'il y ait des podcasts pendant que je suis en train de profiter de mon enfant. Félicitations. Et je pourrais mettre le i, merci, je pourrais mettre le i sur YouTube pour que vous alliez voir la vidéo de François Guillaume. Et n'hésite pas à l'écouter, parce que vraiment, François Guillaume parle de ça. Et de voir juste après, là, sur la pause midi. tu le trouveras chouette. Qu'est-ce qui a changé dans l'IT depuis que tu es parmi nous et que tu apprécies ou ça te plaît pas? Déjà, tous les frameworks JS, pour commencer. Donc, ils ont tous changé. Non, mais plus sérieusement, ce qui a changé dans l'IT, je vais dire qu'il y a plus de communication. Je vais plutôt sur si on s'axe sur le secteur, on va dire, social du métier, j'ai l'impression que les médias tech se développent. On en est l'exemple là. Il y a 5-6 ans, j'avais pas l'impression qu'il y avait beaucoup de communication sur voilà, par exemple, tout ce qui est YouTuber tech et compagnie. Là, on en voit beaucoup en ce moment, avec une audience qui m'impressionne, en fait. Je pensais pas qu'autant de gens allaient s'intéresser à la tech. Mais au final, bien amené et sur la bonne tendance, au final, la preuve est que ça marche, qu'il y a du monde. Et je pense que les nouveaux arrivants, il va falloir les surveiller de près aussi. Mais il y a vraiment voilà, un storytelling qui s'installe et une banalisation du métier aussi. Enfin, banalisation, c'est pas forcément le bon terme. C'est un petit peu trompeur, mais je vais dire le métier est plus une démystification. Voilà, ouais. Démystification. Ouais, parce qu'en fait, nous, on est même encore aujourd'hui entre deux générations. Donc, il y a la génération des magiciens, qui est la nôtre, qui, du coup, a connu l'arrivée de la tech et a grandi plus ou moins avec. Et la génération un peu plus ancienne, on va dire, qui a 50, 60 et plus, qui n'a pas connu la tech et qui a dû l'apprendre, et des fois qui ne veut pas l'apprendre. Et ça, historiquement, ça va être unique. C'est-à-dire que ça peut arriver qu'une fois pour un secteur donné, de vivre à la fois avec des gens qui ont grandi avec et sans. Et là, les nouveaux arrivants, je pense qu'ils vont avoir une philosophie potentiellement différente, une efficacité différente, peut-être plus importante. Donc à surveiller. J'ai pas d'opinion particulière parce que j'ai pas bossé avec des nouveaux arrivants, parce que au final je suis un petit peu un nouvel arrivant. Je dis ça comme si j'avais 15 ans de carrière, mais ça fait 6 ans que je suis dans le métier. Donc est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui disent que les développeurs parlent pas le même langage que les autres, genre c'est des geeks et des nerds qui souvent c'est direct du mépris. Ouais, c'est méprisant. Hein. Je pense qu'en fait c'est la manifestation de la peur. J'ai remarqué que les gens qui se comportent comme ça, en général, c'est rarement bienveillant, honnêtement. C'est souvent, là, dans l'open space, à côté, c'est la boîte d'à côté. Alors, les geeks, ça joue. Non, fais ton boss. Voilà. On se permettrait pas de faire la même chose à l'inverse. Et je pense qu'en fait, ça traduit une peur de l'inconnu. C'est bien ce que ça donne, la peur de l'inconnu. Après, voilà, à nous de pas tomber dans ce piège de la confrontation, mais la bienveillance, c'est de leur expliquer ce qu'est notre métier. Et au final, on a un côté un petit peu chaman, quoi. Et je pense qu'il y a peut-être une génération de devs qui a aimé aussi ce côté un petit peu chaman. C'est-à-dire que tu trouves une herbe dans la forêt qui permet de soigner une maladie, t'es confronté à deux choix. Hein. Soit tu expliques à tout le monde qu'il suffit de manger cette herbe pour guérir ta maladie, et du coup, ta personne n'est pas forcément mise en avant, ou soit tu le gardes un petit peu pour toi, et du coup, tu deviens le pote du roi, et tout le monde te fait confiance pour soigner les maladies, quoi. T'as un petit peu un côté divin. Peut-être que certains en ont joué aussi. Il y a un autre mythe, hein. C'est le développeur Rockstar Diva qui fait le 10-time développeur. Les Américains, ils ont le 10-time développeur. C'est le développeur qui est 10 fois plus productif que les autres. Il comprend tout plus vite. Il fait tout en une seule ligne de code. Très énervant, ce mec. Et maintenant, on a l'impression, c'est ça, c'est Carib et Scylla. C'est genre, soit d'un côté, on va se faire reléguer en tant que geek, soit il faut qu'on aille chercher la position de Rockstar. Est-ce qu'on a le droit de vivre entre les deux? Genre, est-ce qu'il y a un des deux stéréotypes qui va finir par manger l'autre, tu penses? Je pense que c'est comme tout. Dans toutes les disruptions, notre métier est une disruption. Tu as une phase excessive.
où forcément un trait est mis en avant. C'était potentiellement le côté chaman un peu extraterrestre qui était mis en avant. Et en fait, avec le temps, je pense que les choses vont s'égaliser. Des stéréotypes vont rester, ça c'est sûr. Mais je fais un peu le parallèle avec tout ce qui est technologique. Par exemple, on parlait blockchain sans s'étaler. Bah, tu vois bien que là, en fait, il y a une crypto dont on parle à chaque fois, c'est le Bitcoin. Et au final, on sent bien qu'avec le temps, ça va être un petit peu de tout. Alors, il va pas y avoir qu'un leader, mais au final, les mouvements de disruption sont forcément menés par un seul projet. Donc forcément, il y en a qu'un qui est mis en avant. Et du coup, ensuite, ça s'homogénéise. Et je pense que c'est un petit peu pareil pour les traits de caractère des métiers disruptifs. Le télétravail, tu en as parlé. Tout le monde a fait du télétravail cette année. Est-ce que ça va rester? Est-ce que c'est la nouvelle tendance? Là, t'es au bureau. Explique-moi, comment tu le vis? J'ai une forte conviction à ce sujet. Attention. Je sais que ça occupe à peu près 30% de l'espace de discussion sur Twitter entre devs aujourd'hui, le sujet de télétravail. C'est très bien, parce que ça veut dire voilà, il y a quelque chose à creuser. Moi, en fait, pour le contexte, quand je faisais du freelance et quand j'ai commencé à rentrer en CDI dans cette boîte, on n'avait pas de locaux tech. C'est-à-dire qu'en fait, notre pôle opérationnel, il était à Paris, donc avec des locaux et tout. Et nous, parce qu'en fait, ils n'avaient pas trouvé ailleurs, on était sur Rouen. Et donc, on faisait du télétravail. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, d'un point de vue perso, au bout d'un an de télétravail, je sentais qu'il y avait un équilibre que je n'avais pas. J'ai vite senti que j'avais le sentiment de tourner en rond, etc. Bon, après, je dis pas, si t'es une maison avec piscine qui fait 250 mètres carrés, peut-être que c'est différent. Et moi, du coup, forcément, j'étais encore à la charnière entre étudiants et salariés. Et du coup, voilà, j'avais un milieu de vie, on va dire, normal, comme pas mal de gens au final. Et donc, voilà, je sentais qu'il y avait une équipe que j'avais pas. Là où, en fait, tout le monde avait envie d'avoir ma place, sous-entendu de faire du télétravail aussi. Et en fait, je leur ai dit, mais ça, attention, c'est un doux rêve, parce qu'en pratique, c'est différent. Après, je veux dire, chacun est différent. Je parle de ma perception. Et là, je pense que plein de gens ont découvert le télétravail en 2020, souvent en plus avec du chômage partiel, donc il y a un effet psychologique qui fait qu'on a vraiment le sentiment d'avoir du temps. Puis même, c'est vrai, au télétravail, on a plus de temps. Mais au bout d'un moment, on est un petit peu un animal social, hein. L'être humain, c'est un animal social. Je pense qu'on a besoin d'avoir des contacts réguliers avec des contextes qui changent. Pas fait pour rester tout le temps dans sa grotte. Je fais une moyenne, hein. Je sais bien qu'il y a des gens qui sont sur les extrêmes ou des gens, voilà, c'est pas ça, je le conçois bien. Mais je pense que, comme on parle d'un débat global, je vais répondre de façon globale et statistique, je suis sûr que dans les années à venir, on va descendre de ce petit nuage collectivement. Qu'en fait, il va y avoir une sorte d'homogénéisation, c'est-à-dire que le débat va plus être forcément full remote ou full présentiel, mais par contre une mitigation des deux, quoi. C'est-à-dire, je veux faire 2 jours de présentiel, 3 jours de TV, inversement, ou 1 jour présentiel et 4 jours de TV. Pourquoi pas? Je pense que il est plutôt là le débat, entre le pas télétravail ou télétravail. C'est plutôt un équilibre à trouver, comme tout en fait, dans la vie. Donc moi, ma conviction, je pense que voilà, à moyen terme, les gens vont un peu descendre de leur petit nuage, parce qu'on va se rendre compte qu'en fait, on a besoin de contact. Et certains, en fait, vont avoir découvert que c'était leur truc, hein, et très bien, top pour eux. Ouais, au final, le télétravail, c'est pas forcément le sujet qui fait bouger les développeurs en 2021. D'après toi, c'est quoi qu'est-ce qui rend les développeurs en 2021? À quoi ils ont réfléchi pendant le Covid, tu vois? Je pense qu'en fait, déjà de 1, ils se sont rendus compte qu'on avait besoin d'eux de façon primordiale. Je pense que cette crise n'aurait pas du tout été la même sans les développeurs et les produits tech qu'il y a au global. Déjà, je pense que pas mal ont réfléchi à leur rôle au sein d'une société, au-delà de simplement je ramène mon salaire à la maison. On a réfléchi à notre place dans la société, à voir si la société l'a perçu. Parce qu'on utilise un produit, mais je sais pas si forcément on a toujours le réflexe de se dire qu'il y a des équipes énormes derrière. Et je pense que beaucoup ont réfléchi à la perception qu'a leur entreprise au remote. C'est-à-dire que je vois qu'il y a plein de gens qui changent de boîte parce qu'en fait, ils ont découvert que le remote, ils adoraient ça, et parce que des boîtes ont des politiques très fermées là-dessus.
Je pense que c'est une erreur, par contre, tu vois. Je pense il faut juste ouvrir à la discussion. Puis, de toute façon, je veux dire, de toute façon, le marché du travail est tendu. Donc, de toute façon, il va falloir que les boîtes qui sont raides à ce sujet-là s'assouplissent, c'est sûr. Donc, ouais, je pense qu'il y a eu un petit côté philosophique à cette crise. C'est-à-dire qu'en fait, on est hyper utile, quoi. Donc, se recontextualiser dans cette utilité. Est-ce que tu changerais de boîte pour être dans une boîte où il y a où t'es dans une industrie différente, tu vois, genre aller bosser dans la santé par exemple, aller bosser dans le transport, dans l'énergie, tu vois? Alors moi là pour l'instant j'ai une mission qui est en cours, donc je vais oui non mais logique. Moi si je pense qu'elle est ouais. Pardon. Je te dis pas que tu vas changer de boîte cette semaine, c'est pas le sujet. Mais c'est mon petit côté corporate là. Tu sais. Alors, d'un point de vue perso, si j'étais forcé à changer, etc., j'adorerais me diriger vers tout ce qui est finance. Par contre, je sais qu'il faudrait que je rebûche peut-être, voilà, pour complémenter mon job par un diplôme. Ça, je le sais, tu vois. Genre la finance de marché, finance de marché. Des entreprises. Ouais, je suis passionné d'éco et finance, et donc je pense que c'est vers ça que j'irai. Tout ce qui est courant et compagnie. Pour les particuliers. Plusieurs aspects, mais en fait, au fond de moi, j'aimerais bien être sur, tu vois ce que c'est le métier de compte. C'est pour faire de l'analyse quantitative, en fait, du trading algorithmique, ce genre de choses. C'est un truc qui me plairait vraiment. C'est quelque chose qui bouge tout le temps et c'est infiniment complexe et ça, j'aime bien. C'est ça ton prochain SaaS. Il y a du boulot. Surtout qu'il y a déjà les moyens en face. Hein. Donc là... C'est quoi les moyens de faire du travail de qualité pour un dev, tu vois? Je pense qu'il faut donner du ownership au dev. Le dev est pas une simple ressource, comme personne finale au sein d'une entreprise. Je vais reboucler avec mon discours sur la BSPCE. Le fait d'avoir une participation au capital de la boîte directement. Déjà, je pense que chaque personne de l'entreprise en interne doit être impliquée de cette façon-là. Avoir un petit morceau de l'entreprise. C'est pas obligé d'être énorme, hein, mais déjà, en fait, ça change la perception que tu as de ton travail. C'est la première idée. Donc déjà, voilà, être inclus au niveau de la croissance de la boîte. Au-delà des simples augmentations de salaire, etc. que tu peux avoir. Je pense que tu vois, même le millième employé de Facebook, je crois qu'il est devenu millionnaire en peu de temps. Hein. Donc c'est dire à quel point ça peut avoir une force monstrueuse. La deuxième chose, c'est donner du ownership au niveau produit, c'est-à-dire te rendre responsable de certaines fonctionnalités du produit. Ça va te forcer à être bon, parce qu'on va associer l'image de telle ou telle fonctionnalité à ton travail, et donc tu vas avoir envie de faire les choses bien. Et je pense qu'en fait, on est heureux quand on fait les choses bien. Et pas forcément parce qu'on les fait, surtout parce qu'on les fait bien. C'est mon avis perso. Et je pense qu'en fait, c'est un truc qui est très humain, en fait, au final. Et déjà, ça, c'est pas mal. Et se retrouver dans une super équipe, voilà, être avec des gens qui te ressemblent, c'est important. Et ça, c'est le rôle du recrutement. Et l'écrémage après, malheureusement, s'il y a besoin. Mais faut se retrouver, faut se trouver une tribu. C'est important, pardon. Parce que je pense que le temps de faire des tests. Est-ce que vous faites du TDD? Est-ce que vous avez une culture craft? Sinon, c'est fouet. C'est le fouet sur la place publique. Ouais, donc nous, on a une stack, on va dire, on fait de l'intégration continue et déploiement continu. Donc, chaque feature est testée. À chaque commit, il y a des pipelines GitLab qui tournent sur les serveurs Google. Donc, qui font des belles factures d'ailleurs. Peut-être que j'y travaille. C'est un paquet de tests qui tourne à chaque fois. Ils appellent ça le FinOps. Ouais, voilà. Donc là, j'ai du boulot du côté FinOps. Et donc ensuite, si on décide que ça peut partir en prod, on clique sur un petit bouton sur GitLab, puis hop, job manuel, et ça part en prod chez Clever Cloud, que j'adore. Voilà. J'adore cette boîte. Je fais une petite parenthèse, mais c'est important de le dire. En plus, une boîte française. Ils ont un support qui répond en 5 minutes, c'est hallucinant. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Et qui a été hyper coopératif pour des besoins spécifiques, de pic de charge, etc. Je les ai eu au téléphone et tout. J'ai parlé à Quentin aussi. Et ils savent vraiment ce qu'ils font.
Je les adore. Ils sont passés de 10 à 25 le temps que je cligne des yeux, j'ai l'impression. Ouais. Ah ouais, mais ils ont une C'est vision vraiment produit. C'est facile. Non, mais c'est facile, tu vois. En vrai, c'était difficile. Genre, la boîte existe depuis 10 ans. Oui, non, ce qui est facile, c'est l'utilisation du produit, pas la conception. Ah ouais. Genre, l'UX du c'est produit, clair. en termes de chez un tech, génial. Ouais, puisqu'elle C'est- est facilement. L'interface, elle est ouf. Ouais. Est-ce que tu as vu que Uber, qui est front-end chez eux, il est déjà intervenu sur notre chaîne YouTube? Oui, je l'ai vu. Ouais, je sais que vous avez. Tu as reçu Quentin aussi. Ah oui, Quentin, c'était il y a longtemps. Et effectivement, Ouais, je c'était sais. les premiers contenus sur la chaîne YouTube. Moi, je les ai vus. Je les ai vus passer. Non, et puis ils ont toujours été là. À un moment, on avait des pics de charge. On a dû mettre des machines qui sont pas en catalogue et tout, parce qu'on avait des gros besoins. Ouais, ils ont toujours été là, les gars. C'était génial. C'est quoi la politique de matos, par exemple, aussi? Genre, est-ce que si tu as besoin d'une licence IntelliJ, tu l'achètes? Est-ce que vous avez des bonnes machines? Est-ce que vous équipez vous-même? Est-ce que vous avez un budget pour vous équiper? Ah oui, en fait, le truc, c'est que la politique, elle est, comme on est une boîte qui s'est orientée du monde du conseil, donc qui est plutôt opérationnel, vers la tech avec le temps de façon volontaire. Le but, c'était d'automatiser un certain nombre de process du consulting. Du coup, les moyens ont été mis sur la tech. C'est-à-dire que là, on a fait... en fait, on a décidé avec l'équipe du matos qu'on voulait. Donc, on a tous des Mac mini surboostés. Donc ça, c'est top. Et puis voilà, quoi. Donc, la politique du matos, des licences, elle est vraiment souple. Et notre management a compris, notre CEO aussi a compris que c'était central. C'est-à-dire qu'en plus, on sait très bien que le dev, faut pas se mentir, il aime coder pour le résultat, mais il aime aussi coder pour le voyage. Enfin, c'est-à-dire juste le fait de produire le code. Et ça dépend beaucoup de ta plateforme, ton matos, tu vois. On bosse tous sur macOS, ce qu'on adore. On adore l'UX, etc. Je ne refais pas le speech. Et ce qui nous donne du plaisir, en fait, pendant le voyage de la production des features, tu vois. Donc, c'est important. Et ça, tout le monde l'a compris. Donc, voilà, quoi. Et je réfléchis en même temps. Le TDD, du coup, comment tu fais pour recruter? Parce que j'imagine tous les gens qui rejoignent l'équipe n'en ont pas fait avant. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui l'apprennent en arrivant chez vous, ou est-ce que vous demandez aux gens de l'apprendre avant? Comment ça se passe? Alors, je vais nuancer. Il y a TDD et la feature sort pas sans les tests. C'est-à-dire que il y a le TDD qu'on prend au pied de la lettre, c'est-à-dire vraiment écrire les tests avant la moindre ligne de code de features. Là, on est plutôt dans un entre-deux, c'est-à-dire tu fais ta fonctionnalité, tu mets les tests où tu veux, mais le truc, c'est que au moment où ça sort, ça doit être testé. Ouais, pour avoir un voyant donc qui dit rouge quand il y a un des régressions. TDD nuancé, voilà. Mais donc, alors c'était quoi exactement ta question? Parce que du coup, j'ai un petit peu dévié. Moi, c'est l'adoption, tu vois. Oui, c'est vrai. Non, en général, ça se fait bien parce que c'est un petit peu le doudou du développeur. Hein. C'est un côté rassurant d'écrire les tests. C'est un petit peu l'assurance du développeur, tu vois, gratuite. Enfin, sauf ça prend un peu de temps, mais au final, ça prend moins de temps qu'on le croit à chaque fois d'écrire les tests. Bon, sauf pour des cas très particuliers. Je parle sur des stacks déjà existantes. En général, ça va assez vite. Quand tu as déjà des datasets, des trucs comme ça, c'est pas forcément très long. Mais en général, ça se fait facilement. On n'a pas eu de problème avec les gens qui rentraient. Bon, forcément, de l'onboarding et de la formation sur notre stack et puis notre philosophie au niveau des tests, mais en général, il n'y a pas de friction. Ok. C'est quoi tu vois, d'habitude, je demande aux gens quel est leur ingrédient indispensable pour être heureux. J'ai envie de te demander, c'est quoi ta recette? Tu vois, genre, si tu dois mettre plusieurs ingrédients pour que les développeurs soient heureux ou qui font que les gens sont heureux dans ton entreprise, tu vois, quels sont les ingrédients que tu choisis? Comment tu les doses? Je crois que je vais faire une réponse plus générale que ça. J'ai compris au fur et à mesure de mon parcours qu'on découvrait ce qu'on aimait en sachant ce qu'on n'aime pas. C'est plus facile de savoir qu'on n'aime pas quelque chose qu'on l'aime vraiment, en fait. Et donc, en fait, il y a une seule solution, hein, c'est d'explorer. C'est de faire de l'exploration, faire des choses qu'on n'aime pas, du coup, savoir que l'inverse peut nous convenir. Donc, il faut découvrir déjà dans un premier temps ce qu'on n'aime pas, je pense. Ça, c'est la première chose. Tu m'as demandé plusieurs ingrédients. Mais alors, du coup, c'est quoi que tu aimes pas, toi?
C'est quoi les lignes rouges? Ah, ce que j'aime pas, c'est le code pas testé déjà. Non, ce que j'aime pas, c'est bah déjà moi j'ai compris que j'aimais bosser dans des petites boîtes, donc dans des startups du coup en phase de précroissance quoi. Déjà c'est ce que j'ai compris. Le côté grand groupe avec une inertie forte, c'est pas quelque chose qui me plaît, je le sais. Déjà, c'est pas mal de ce côté-là. Et ce que j'aime pas, c'est de pas être récompensé de façon proportionnelle à ce que j'ai fourni. Et donc, tout à l'heure, on en a parlé, hein, ça a joué sur les propositions de poste, quoi. Ça, c'est la première chose. Et je pense que il faut faire attention au jeu de la comparaison pour le deuxième ingrédient. Je sais que c'est humain de se comparer et de regarder par-dessus la palissade. Par exemple, voir les jobs des autres et se dire que ils sont vachement mieux. Mais ça, faut faire hyper attention parce qu'il y a un biais psychologique profond à ça. C'est que tu compares ton intérieur, parce que forcément, toi, tu connais les détails de ta vie et de ton job, à l'extérieur des autres. Et l'extérieur, forcément, on met ce qu'on veut à l'extérieur. Et donc, faut faire attention à ça. Et c'est propre aussi à notre génération, très visuelle, Instagram, etc. Faut faire attention, quoi. Parce qu'on compare son intérieur à l'extérieur des autres. Et ça mène à des problèmes de logique, au final. C'est le jardin devant ta maison et le jardin derrière ta maison. Exactement. Tu compares ton jardin derrière avec le jardin de devant du voisin. Exactement. Ouais. C'est ça que je tombe pas l'herbe. Comme ça, mes voisins, ils sont bien chez eux, tu vois. Ouais, moi, j'ai une terrasse, ça me va très bien, du coup. J'ai pas d'herbe à tondre. Ok, donc, toi, ce qui te plaît, petite équipe, le fait de pouvoir faire changer la direction des projets, ce que tu aimerais pas, c'est une frustration de pas passer à l'action. C'est ça. Exactement. Ouais, de ne pas voir mon impact aussi. J'aime bien voir mon impact, le retour des clients assez rapidement. Apporter de la satisfaction. Voilà. En fait, c'est la notion de boucle de feedback, quoi. Et c'est hyper important et je pense que des fois, c'est oublié, en fait. Ton produit, il est parti en prod, mais sa vie commence. C'est pas la fin. Est-ce que c'est ça, être agile? L'agilité, en plus, je sais que c'est pas mal remis en cause en ce moment. Je suis un petit peu à côté de ces débats-là actuellement. Mais être agile, c'est maintenir un cadre souple, mais assez ferme quand même, parce que on peut vite tomber dans l'extrême opposé. Donc ça nécessite de la fermeté. Très, très clair. Non. Ok. Et du coup, si on doit retenir qu'un seul ingrédient, d'après Nathan, et qu'on doit le mettre dans le livre qu'on devrait publier en fin d'année, je pense que la campagne de crowdfunding arrivera en septembre. Qu'est-ce qu'on doit mettre comme ingrédient d'après Nathan? Commencez par découvrir ce que vous aimez pas. Vous pouvez le découvrir en faisant ce que vous aimez aussi. Ouais. Bien sûr. C'est un conseil de carrière qui est hyper philosophique. Commencez par découvrir ce que vous n'aimez pas. Ça veut pas dire qu'il faut aller choper un métier que tu sais que tu vas pas aimer, hein. On est d'accord avec ça. Mais c'est-à-dire qu'en fait, dans ton process au quotidien, il faut toujours se poser la question: pourquoi j'aime ça? Pourquoi j'aimerais pas ceci, cela? Est-ce que l'inverse, j'aimerais bien aussi? Je suis un peu méta sur cette réponse. Bah, moi, ça me va. Je trouve que c'est hyper applicable. Super. Ok, bah merci beaucoup. C'était cool. Est-ce que tu veux le mot de la fin? Le mot de la fin. Je pense que l'ingrédient pour être heureux, c'est pas mal, quoi. Et évitez de trop vous comparer. C'est un truc à tomber dans des biais. Faire attention. Ok, c'est cool. Merci beaucoup, Nathan. Et pour les auditeurs qui sont encore là, pensez à répondre à l'enquête. Mettez des commentaires sur YouTube, je les lis. Nathan, je sais que tu adores les commentaires de YouTube. C'est sûr que tu répondras s'il y a un commentaire sur ta vidéo. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et si tu réponds pas, j'irai te chercher, je t'enverrai un DM. Donc, participez à l'enquête, répondez sur les commentaires YouTube. Toutes ces conversations, elles m'aident à poser de meilleures questions. Donc, participez. Moi, je suis très content.